Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrière de Montreux. 365 jours par an. casinomontreux.ch. C'est quoi votre truc ? C'est quoi votre truc ce matin ? Je vous propose et je vous emmène dans le circuit secret de Saint-Ursanne qui offre une expérience unique en invitant les visiteurs à explorer des trésors cachés et des lieux habituellement inaccessibles dans la ville. Dirigé par des artistes renommés sous la direction artistique de John Woo, cet itinéraire immersif célèbre le 1400e anniversaire de la mort de Saint-Ursanne. Grâce à une application mobile, les participants peuvent découvrir des lieux insolites à leur rythme, enrichissant ainsi leur expérience avec des informations historiques captivantes. Ce concept novateur suscite un vif intérêt avec l'ouverture de 2 nouveaux circuits dans la région, Jura et Trois-Lacs. Et on en parle ce matin avec le directeur de l'Office du tourisme, Guillaume Lachat, qui nous fait le plaisir d'être avec nous, mon cher Arnaud, sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et j'ai hâte de découvrir un petit peu, sans que vous dévoiliez les secrets, que vous nous parliez de ce parcours secret, justement. Effectivement, déjà Saint-Ursanne, c'est notre perle médiévale du canton du Jura, cette petite bourgade à l'univers médiéval très, 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 très fort. On cherchait à lui donner une manière de visiter, une manière originale, un accès à des lieux qui sont d'ordinaire tout le temps fermé. Et on a eu cette idée que de développer un circuit secret. Donc les gens peuvent venir dans la bourgade médiévale, se munir d'une clé à l'office du tourisme et puis rentrer dans différents lieux qui sont animés, des lieux cachés. Alors les gens peuvent rentrer dans la collégiale, dans le cloître, visualiser le pont Saint-Jean, mais là on offre encore des accès encore plus fins dans cet univers médiéval qu'est Saint-Ursanne. Ouais, c'est effectivement non seulement une belle région, une belle ville, et l'histoire est très importante. Donc il faut aimer l'histoire, il faut être un peu curieux finalement. Oui, il faut être un peu curieux et avoir cette envie d'aller un pas plus loin peut-être dans la visibilité d'une ville. Alors on est à la mode d'Instagram, une photo et on est reparti. Là c'est un peu plus que ça. On rentre dans 12 lieux qui sont animés, pour certains avec des illuminations visuelles, d'autres pour des animations sonores. Et on apprend beaucoup plus sur Saint-Ursanne, mais de manière tout à fait ludique. Et chacun a son rythme. C'est l'avantage par rapport à peut-être une visite guidée traditionnelle en groupe, où là c'est le petit groupe qui décide de son propre rythme, qui peut aller boire un café entre 2 lieux et puis profiter toute sa journée ici à Saint-Ursanne. Oui. Ouais, pourquoi pas. Et alors ça s'adresse à qui finalement quand je dis ça, à partir de quel âge est-ce qu'on peut le faire en famille par exemple? Oui, alors c'est typiquement un produit qui est aussi destiné aux familles. C'est pas uniquement pour les érudits qui veulent en savoir un maximum sur l'histoire de Saint-Ursanne. Bien entendu, il y a possibilité d'en apprendre beaucoup, mais c'est d'abord un produit, je dirais, grand public, plutôt côté ludique, pour se familiariser avec Saint-Ursanne. Donc les familles sont typiquement un des publics qui vient fréquemment visiter ce circuit secret, et on a une notoriété d'autant plus grande avec un public plus large qui vient depuis l'année dernière, puisque Saint-Ursanne a été qualifié comme 130 autres villages dans le monde comme un des meilleurs villages touristiques du monde. Donc on a vu ça. Une belle nouvelle. Alors en tant que directeur de l'Office du tourisme, vous avez une responsabilité derrière tout ça, et alors Saint-Ursanne c'est sympa. Alors il y a ce parcours secret avec tous ces secrets qu'il faut absolument aller découvrir. Il faut être un peu curieux, comme on l'a dit, aimer un peu l'histoire et puis un peu aimer l'aventure finalement en quelque sorte. Découvrir à son rythme, ça c'est très important, cette belle localité. Et puis on peut s'y restaurer, on peut passer un bon moment, passer une journée, on va dire, reposante. Saint-Ursanne, c'est souvent un mix entre l'aspect culturel qu'on découvre à travers le circuit secret, mais c'est en même temps niché dans une nature luxuriante autour, avec le Doubs qui coule le long de cette cité médiévale. Donc beaucoup de gens visitent en même temps Saint-Ursanne et pratiquent ensuite des activités telles que le canoë, telles que la randonnée, le vélo ou même la pêche. Donc souvent les gens passent 2 ou 3 jours dans la région pour pouvoir profiter de tout ce qu'offre Saint-Ursanne. Ouais, c'est un petit paradis ? Un petit paradis encore bien préservé, avec une fréquentation touristique qui est encore modérée, mais ça gagne à être connu, et effectivement avec une richesse assez unique, puisque même l'Organisation mondiale du tourisme l'a reconnu. Ouais. Alors on avait parlé de Saint-Ursanne il n'y a pas très longtemps, notamment pour son marché de Noël aussi qui est connu. Alors on est complètement hors saison, on est bien d'accord, mais ça aussi, ça fait partie du décor de la région. C'est un rendez-vous très important.
Oui, il y a plein de rendez-vous comme ça qui jalonnent le calendrier de Saint-Ursanne. Peut-être la manifestation la plus connue, c'est les médiévales qui ont lieu toutes les 2 années. Où là, alors, c'est encore plus l'immersion dans le monde médiéval, où sur un week-end entier, tout est à la sauce médiévale avec des gens déguisés. Il y a vraiment beaucoup de monde qui participe à cette aventure. Alors pour toutes celles et ceux qui voudraient découvrir Saint-Ursanne, justement comme vous le racontez très très bien, et découvrir ce parcours secret, comment faut-il procéder? Il faut aller faire un petit tour sur le site internet d'abord, j'imagine? Oui, on peut se rendre sur le site circuitsecret.ch, découvrir aussi qu'il y a d'autres circuits secrets dans la région, notamment à Porrentruy et Delémont. Et puis on peut faire une réservation. Il y a 2 possibilités de le faire, soit en totale autonomie à l'aide de son smartphone qui aidera à ouvrir les portes dans le circuit secret, soit réserver une clé, cette fois-ci physique, qu'on peut venir chercher le jour de la visite à l'Office du tourisme à Saint-Ursanne. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Et ça fait bien envie de venir découvrir Saint-Ursanne, sa région, et puis ce parcours secret qui suscite effectivement pas mal de curiosité. Merci Guillaume Lachat. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Office du tourisme de Saint-Ursanne. Et j'en profite de faire un petit clin d'œil à tous les Jurassiens qui nous regardent et qui nous écoutent aussi. C'est un grand plaisir. On aime bien aussi vous recevoir sur le plateau. Et à très bientôt sur M et sur Canal. Merci à vous. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Je suis Comore, vendeur de drogue. Philippe Morax qui arrive dans le grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Le théâtre du Jorat à Mézières se lance dans un projet de rénovation ambitieux mettant en valeur sa célèbre grange sublime en bois datant de 1908. Cette restauration planifiée sur 2 saisons vise à améliorer l'accueil du public et à moderniser les installations techniques. En tant que monument historique, le théâtre incarne la fusion entre tradition et innovation, proposant une programmation diversifiée, alliant le populaire et le poétique. Avec cette rénovation, le théâtre du Jorat aspire à continuer d'aspirer les artistes et à enrichir le paysage culturel régional tout en préservant son héritage historique. Malgré les travaux en cours jusqu'au printemps 2025. Je crois que j'ai rien oublié. La Grange Sublime s'engage donc à offrir une expérience artistique exceptionnelle dans un cadre historique unique. Et pour en parler, je reçois ce matin Ariane Moret. Bonjour, vous êtes co-directrice du Théâtre du Jorat. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler de cette belle Grange Sublime du côté de Mézières. Bonjour. Merci d'être là. Merci Comment allez-vous? de m'accueillir, ça va bien. Ça va Merci. Bien. C'est tôt le matin, on m'avait dit, c'est quand même dur ce matin. Oui, dans le théâtre, on est un peu décalé. Bon, en tout cas, merci, je suis très content de vous recevoir. Ça me fait plaisir aussi de parler du théâtre du Jorat Mézières. C'est très important, évidemment. Et puis, on va parler de cette phase un petit peu, de ce nouveau chapitre, finalement, qui s'ouvre pour le théâtre du Jorat, parce que, je l'ai dit, il y a des travaux qui se déroulent en ce moment. Et puis, il y a, un coup de peinture aussi au niveau de la programmation. Ça va comme terminologie, ça vous va? Oui, on peut dire comme ça. Voilà, un rafraîchissement, quelque chose d'un petit peu plus du temps, on va dire. Oui, le théâtre est vivant, le monde change et il continue à avancer sur les traces, on peut dire, même de son fondateur qui lui-même était assez avant-gardiste pour l'époque, puisqu'il a été créé en 1908. Oui, tout à fait, effectivement. Et ce théâtre qui se trouve un peu à la croisée des chemins, entre des grandes villes comme ça. C'est ça sa spécificité aussi, cet endroit qui est un peu magique, qui a une acoustique extraordinaire et qui a un charme hors du commun. Ça n'existe pas ailleurs, ça. Non, c'est unique. Absolument. Enfin, ce théâtre a un cousin qui est le théâtre du peuple à Busson dans les Vosges. Ouais. On s'était inspiré le fondateur. Mais c'est vrai que c'est une salle qui est d'abord énorme, 1000 places. On l'exploite sur une jauge de 930 places, mais dans une commune de 3500 habitants. Oui, c'est étonnant. Déjà ça, c'est un paramètre qui est unique. Et puis, il est tout en bois. En épicéa, j'ai vu ça. En épicéa, exactement. Bois du Jorat, voilà. Et il est enchanteur. Quand les artistes
étrangers arrivent en tournée chez nous, ils n'en croient pas leurs yeux. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans ce village, ils se disent quoi, il y a une grande salle ici. Et puis quand, de l'extérieur, il ressemble à une grande grange, un grand chalet. Son bois est quand même brûlé par le soleil, par la neige. Il paye pas de mine comme ça de l'extérieur. Et dès qu'on ouvre ses portes et qu'on y pénètre, on découvre l'intérieur de sa coquille. C'est un peu comme une huître, vous voyez, avec l'enveloppe qui est un peu ingrate comme ça. Puis à l'intérieur, c'est nacré, c'est magnifique et on est vraiment sous le charme. Et puis derrière le théâtre, on a la vue sur le Molaison, la chaîne des Alpes, on a les vaches. En sortant de scène, c'est complètement c'est magique. C'est magique. Et la Grange Sublime, c'est comme ça qu'on l'appelle aussi. Donc des rénovations, des gros travaux quand même, parce qu'il faut mettre tout ceci aux normes actuelles, que ce soit au niveau du spectacle, au niveau de l'éclairage, du son, etc., etc. Et puis aussi pour les questions de sécurité, j'imagine, vu que tout est en bois, j'imagine que c'est pas si simple. Oui, exactement. Comme il est aussi classé au patrimoine, on doit aussi s'accorder avec les monuments et sites pour ne pas le dénaturer et lui donner les chances de continuer à vivre dans les meilleures conditions. C'est vrai qu'il a aussi un problème de staticité parce qu'il n'était pas appelé à perdurer. C'est un théâtre... son créateur avait... René Morax, donc. René Morax. C'est de la famille, Oui, voilà. Je connais un petit peu l'histoire. Je suis très honorée d'être face à un de ses descendants. Je suis content de parler de chez moi. C'est une grande émotion. Un honneur. J'espère que vous nous ferez l'honneur de le visiter. Je peux vous le dire. Vous disiez donc... Oui, en fait, quand il a conçu ce projet, il n'avait pas réuni la somme nécessaire pour le conduire et il s'est dit mais comment créer un théâtre là au milieu de nulle part avec peu de moyens. Puis il s'est dit on va utiliser les matériaux de la région, du bois et des tuiles. Et comme il n'était pas sûr que l'entreprise marcherait, il avait conclu un accord avec un charpentier qui, en cas d'échec, lui rachetait les planches. Il était prêt à le faire redémonter. D'accord. C'est une belle histoire. C'est une belle aventure, ce théâtre du Jorat à Mézières. Et puis, revenons à son acoustique exceptionnelle et son cadre, parce que c'est vrai que c'est particulier. Le fait que ce soit tout en bois, il y a une atmosphère qui est particulière. C'est vraiment unique, vraiment, dans tous les sens du terme. Oui, le son se développe magnifiquement bien, et puis on se sent aussi un peu comme dans ses entrailles, parce que il y a une voûte de bois comme ça qui nous entoure, et de grands bancs sur lesquels les gens sont aussi rassemblés, et ça crée une ambiance particulièrement chaleureuse. D'accord. Donc les travaux, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut respecter cet endroit tout en modernisant ce qu'on peut moderniser, mais il doit garder son âme, il doit garder son cachet actuel, c'est ça Voilà, absolument. C'est pas simple. Non, c'est pas simple, mais on travaille avec le conseil de fondation et un bureau d'architecture en concertation pour respecter le mieux tous ces aspects. Voilà. Puis alors, au niveau de la programmation, là aussi, le fondateur voulait que ce soit des spectacles accessibles à tous. Ça, c'est important. Oui, bien sûr. Aussi, ça est resté dans l'ADN de cet endroit, encore une fois, magique. Et c'est quelque chose qui résonne quand on s'occupe de la programmation, j'imagine. Vous devez toujours penser à ça. Oui, bien sûr. Et puis le théâtre populaire, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Ça, c'est une notion aussi qui est peut-être en train de... Oui, elle est toujours en lien avec des phases de l'histoire que le théâtre a traversé. Et c'est une notion qui se redéfinit et puis qui peut-être peut aussi se décliner différemment selon les lieux. Là, en l'occurrence, on essaye de proposer des formes qui parlent au plus grand nombre. C'est ça aussi une des définitions du théâtre populaire. Mais moi, je tiens à ce qu'il y ait toujours une dimension créative dans les propositions, qu'il y ait une réflexion, une profondeur dans ce que les artistes cherchent à livrer. Et puis, sans perdre de vue, bien sûr, la notion de divertissement. Mais on peut aussi amener une touche de poésie ou de réflexion, aborder des questions sociétales à travers le prisme du théâtre populaire. Alors, c'est populaire dans le bon sens du terme. Voilà. Tout simplement, c'est très bien. Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin.
On est à Mézières ce matin et je suis avec Ariane Moret, directrice du théâtre du Jorat, qui nous présente sa nouvelle saison 2024 qui démarre le 24 mai jusqu'au 20 septembre. Ça, c'est pas courant, c'est une saison un petit peu à contre-courant. Voilà, c'est une saison d'été. Une saison d'été, ouais. Et une belle programmation où la musique a une part belle finalement dans cette saison d'été, justement. Je vais vous laisser en parler un petit peu de cette programmation, les points forts. Vous allez me dire, il n'y a que des points forts, il n'y a que des coups de cœur, c'est ça? On va peut-être commencer par le début, parce que là, vous nous proposez du 24 au 26 mai prochain un spectacle qui s'appelle 20 000 lieues sous les mers. Voilà, ça c'est un magnifique spectacle. Grand public qui a été créé à la Comédie Française en 2016 par Christian Eck et Valérie Lessort. Christian Eck est comédien attaché à la Comédie Française, mais il fait aussi de la mise en scène. Valérie Lessort, sa compagne, est comédienne à la base aussi, mais plasticienne. Elle a conçu pour ce spectacle des marionnettes, mais des marionnettes improbables, des créatures avec du latex, pas les marionnettes du théâtre Guignol. Bien sûr, oui. De toute taille, qui sont manipulés par les acteurs, mais de manière invisible, et qui apparaissent à travers les hublots du sous-marin. C'est un spectacle qui a été primé au Molière pour les effets visuels. C'est d'une facture magnifique. Et on a eu aussi un très bel article dans 24 heures ce week-end qui a fait exploser la location. On est presque complet. C'est un manque. Donc si vous voulez aller, il faut vous dépêcher. C'est du 24 au 26 mai prochain, et ça, c'est à voir absolument. Absolument. 20 000 lieues sous les mers. De Jules Verne, évidemment. Voilà. Alors ça, à Mézières, ça va être exceptionnel, évidemment. Ah oui, on va être dans le sous-marin, dans le Nautilus, vous voyez. Ouais, c'est immersif comme aventure, effectivement. Absolument. Daniel Auteuil, alors il sera là en concert, et ça c'est étonnant. Daniel Auteuil, qu'on connaît bien en tant qu'acteur, se retrouve sur scène pour chanter. D'accord, oui. Alors on est attaché au théâtre du Jorat aux acteurs qui chantent. L'an dernier, on a accueilli Agnès Jaoui. Et cette année, Daniel Auteuil, qui lui avait des parents chanteurs, qui a commencé une carrière de chanteur variété avant d'exploser au cinéma. Et puis maintenant, il revient à ses anciennes amours. Il a sa carrière derrière lui, il peut s'autoriser d'initier de nouvelles choses, de réaliser son rêve. Et il a, pour l'occasion, écrit tous les textes et les musiques, et il s'est magnifiquement entouré de grands musiciens, et notamment de Gaëtan Roussel pour les arrangements musicaux. Ça va être un beau moment. Oui, magnifique. Intimiste un peu comme ça. Un peu. Oui, voilà, parce qu'il n'a pas une voix de grand chanteur, mais sa grande force, c'est l'interprétation. Et il fait vivre ses textes, ses moments de musique avec beaucoup de richesse et de qualité. Oui, et puis c'est un personnage effectivement charismatique, exceptionnel, à ne pas manquer. Le 7 juin, vous présentez Fantasio. Oui. Alors un texte classique, une pièce de jeunesse de Musset, un très très beau spectacle qui a été créé au TKM, mis en scène par Laurent Natrella, un comédien aussi issu de la Comédie Française, et qu'on retrouve dans 20 000 lieues sous les mers, qui est acteur aussi sous la direction de Christian Eck, et qui a été invité par Omar Porras pour mettre en scène ce spectacle avec des jeunes acteurs issus des différentes écoles de formation professionnelle en Suisse. Donc c'est un spectacle plein de jeunesse, plein d'inventions, et qui questionne le romantisme d'une manière, je dirais, actuelle. Qu'est-ce que c'est cette révolte, ce rejet des modèles établis, et comment on s'en accommode, comment on trouve son parcours là au milieu. Donc c'est vraiment très très beau. Il y a plein de séquences assez époustouflantes, et les acteurs sont magnifiques. Très belle direction d'acteurs. Ce sera le 7 juin du côté de Mézières. Le 13 juin, Dominique A. On ne va pas pouvoir s'arrêter sur tout, mais la fête. Vous voulez dire quelque chose sur Dominique A? On est très heureux aussi de... C'est un beau moment. Oui, avec 40 musiciens sur scène. Oui, en plus. Voilà, la rencontre de la musique classique et de la chanson française. Avec une grande figure. Et effectivement, donc ça c'est le 13 juin. Et puis, vous proposez de faire la fête de la musique
au Théâtre du Jura à Mézières, avec une programmation particulière. Et j'ai vu qu'il y avait même une silent party, hein, c'est juste ? Voilà. Ouais. Ça, c'est original. Pas une silent party, ça sera pour après le spectacle. Le songe d'une nuit d'été. Mais on a une soirée dansante DJ set partie sur scène, à l'issue du spectacle. C'est original dans un théâtre. C'est vrai. Ah. Et puis c'est aussi assez fabuleux que de voir la salle depuis la scène. Ça, c'est aussi assez bluffant parce que la salle est magnifique. On inverse le point de vue et pour les spectateurs, ça sera assez dingue quand même. Ouais, c'est ça. C'est ça aussi, programmer des choses un peu différentes. C'est oser faire des choses un peu qui sortent, on va dire, des sentiers battus. Oui, alors absolument. Ouais. D'ailleurs, ce théâtre est hors des sentiers battus. Il est atypique, donc... Allons-y. En tout cas, c'est original. Le 21 juin, si vous avez envie de vivre la fête de la musique de manière originale, eh bien, pourquoi pas. Ça se passe donc au Théâtre du Jura. On va parler aussi de chapitres de la chute de la saga de Lehman Brothers. Là aussi, c'est un beau spectacle que vous allez proposer le 28 juin. Oui, porté par Thierry Romanence et son trio de jazz, format A3, et auquel s'associe pour l'occasion un plasticien qui dessine en live des fresques en fond de scène. C'est assez trépidant, ça nous raconte ce phénomène de l'ascension et de la chute des primes dont on a beaucoup entendu parler. Et ça va être trépidant. Et pour l'occasion, on invite aussi un professeur de la faculté d'économie de l'université de Lausanne qui pourra, avant le spectacle, raconter ce phénomène économique exceptionnel aux spectateurs. Et ça permet de bien comprendre effectivement ce qui s'est passé aussi, et puis d'une manière théâtrale, c'est un peu une façon ludique d'expliquer les choses et plutôt intéressante. Les 6 et 7 juillet, un spectacle exceptionnel aussi à ne pas manquer, avec notamment la musique de Jean-Sébastien Bach dans le Théâtre du Jura. C'est exceptionnel aussi, ça. Oui, La Passion selon Saint Jean, revisitée en jazz. Les créateurs, Angelo Dello Iacono, qui est chorégraphe et qui s'occupe de la mise en scène, la partie dansée, s'est associé avec André Hahn, qui dirige No Square, un trio de jazz aussi, qui s'associe au Sinfonietta de Lausanne. Donc là aussi un spectacle pluridisciplinaire qui mêle beaucoup de monde et qui va... Enfin, c'est une grande prise de risque, mais c'est assez excitant. On a hâte de voir ce que ça va donner. Les 6 et 7 juillet. Ensuite, durant l'été, il y aura aussi Camille et Julie Berthollet, qu'on connaît bien. Ici, on annoncera tout ça dans nos agendas. On sera là, bien sûr, pour donner quelques petites piqûres de rappel. Graal aussi, à ne pas manquer, ça sera au mois d'août. Le songe d'une nuit d'été également. Il y a beaucoup de choses. Et puis, une des Alpes, alors. Ça, c'est pour terminer. C'est trop original, avec Corps des Alpes, etc., etc. Oui, voilà. Ouais. C'est un texte d'Antoine Jacou qu'on retrouve aussi dans un autre événement le 7 septembre, une soirée lecture avec Mathieu Amalric et Marthe Keller. On innove aussi un autre format. Antoine Jacou, par ailleurs scénariste au cinéma, s'intéresse à la question environnementale. En l'occurrence, avec des Alpes, c'est la fonte des neiges, la fin des pistes de ski. Et il arrive à trouver un ton à la fois mordant, désespéré, mais non dénué d'humour, tout en nous faisant réfléchir. Le 30 août. Voilà. C'est noté. Et ça sera bien sûr au Théâtre du Jura à Mézières. Je suis désolé, le temps passe très très vite. Ariane Moret, merci beaucoup d'être venue ce matin. Une programmation un petit peu décalée, une programmation d'été en période de festival. C'est pas forcément évident. Vous vous positionnez dans la complémentarité finalement avec tout ce qui se passe en Suisse romande durant cette période. Oui, tout à fait. On a d'abord le format de cette salle qui est énorme, donc on peut accueillir de grandes formations. On essaye de varier les formats, mais c'est vrai que notre théâtre d'été se décline un peu comme un festival finalement, parce que chaque semaine on propose une autre. Des autres univers. Voilà, exactement. Donc on monte, on démonte, on accueille, on accompagne. Bon, pas de vacances alors cet été. Pas vraiment, non. Bon, en tout cas, merci d'être venu en parler si bien. Cette saison 2024 du 24 mai au 20 septembre, pardon. Vous avez toutes les infos sur le site internet. Absolument. Merci. Théâtredujura.ch. Voilà, c'est ça. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Du succès. Alors, je vous souhaite du succès. Je vous dis à très bientôt. Merci. Et en tout cas, merci d'être venu ce matin.
Balance ton sport. Balance ton sport story. Oh, c'est bien, on peut faire Balance ton sport pour plein de choses. Hein. Alors on va plonger dans l'histoire et on va revenir sur des souvenirs. C'est un spécial Pascal Richard que vous nous proposez aujourd'hui. Pascal Richard, 30 ans plus tard, mon cher Léo. Oui, Pascal Richard qui en 93 et 94 remportait le Tour de Romandie. Hier, c'est lui qui a ouvert ce Tour de Romandie édition 77 depuis Payerne. Il a ouvert le prologue. Il était très ému que le Tour de Romandie lui rende hommage cette année. Il avait la voix douce et les yeux d'un enfant lors de la traditionnelle conférence de presse. J'ai pu le rencontrer et lui demander les souvenirs qu'il gardait de ses victoires en 93 et 94. On l'écoute. En 93, c'était la première victoire du Tour de Romandie. Donc c'est toujours on pourrait dire une des plus belles parce que c'est le souvenir, le premier. C'est vrai que c'était des conditions qui étaient assez agréables, point de vue météo. J'avais quand même des Capucci, il y avait quand même des Indurain, il y avait tous ces grands cracks qui étaient présents. Et puis de gagner... La première, c'était pour moi extraordinaire en tant que roman. Donc Tour de Romandie, dans le paysage, le terrain, magnifique paysage qui est notre patrimoine et qu'on le met toujours en avant et on le mettra toujours en avant. Donc c'était une certaine fierté à l'époque, ouais. Dans la carrière riche de Pascal Richard, le Tour de Romandie a une place particulière. Hein. Oui, d'autant plus qu'il a un palmarès exceptionnel, l'un des plus beaux de l'histoire du cyclisme suisse. Il a remporté les Jeux Olympiques en 96, on s'en rappelle, à Atlanta. Il a remporté Liège, Bastogne-Liège, le Tour de Suisse. Parmi tout cela, quelle place ont ces deux succès sur le Tour de Romandie? Réponse de Pascal Richard. Dans ma carrière, c'est une des courses les plus importantes. Hein. Le Tour de Romandie a toujours eu le passage de certains athlètes renommés. Donc de faire partie de ce palmarès, c'est juste un honneur. Et de l'avoir mis 2 fois, encore mieux, effectivement. Mais c'est juste, comme je disais, un peu la nostalgie d'avoir une certaine reconnaissance où le cyclisme m'a promu dans cette discipline. Je veux dire, tous les bénévolats qui sont faits avant, parce qu'on n'est pas venu cycliste professionnel du jour au lendemain. Donc je pense à tous les clubs qui forment les jeunes. Donc après, c'était pratiquement une certaine reconnaissance de gagner sur son propre terrain, devant son propre public et sa propre famille. Et vrai, il y a un peu de nostalgie 30 ans plus tard, effectivement. Et depuis tous ces succès, le cyclisme a évolué. Hein. Oui, énormément de choses se sont passées dans le milieu cycliste en 30 ans. D'abord l'affaire Festina à la fin des années 90, les terribles années Armstrong, des soupçons qui s'amenuisent sans disparaître, les duels Schleck-Contador, la domination de la Sky et l'éclosion de très grands champions comme Vingegaard et Tadej Pogačar récemment. Est-ce que Pascal Richard continue de suivre le vélo et quel regard porte-t-il sur l'évolution du peloton? On l'écoute. Oui. Je suis toujours intéressé par le cyclisme. C'est toujours beau à voir, c'est toujours les mêmes problématiques. On n'a rien changé parce que la seule chose qui reste, c'est l'homme sur le vélo, la souffrance, la discipline, l'image que peut apporter un athlète, la positivité, comme je dis, dans une communauté, comme les jeunes, pour le sport. Ce qui a changé, c'est la technicité, l'évolution technologique, je veux dire les médias, l'information qui est extraordinaire parce qu'on a beaucoup plus d'informations, on a les caméras embarquées, on a beaucoup de choses qui nous donnent des informations qu'on n'avait pas avant. Je veux dire, si on regarde les images d'il y a 30 ans en arrière, on ne voit pas grand-chose, quoi. Les qualités d'image aujourd'hui sont extraordinaires et le cyclisme a changé parce qu'on est beaucoup plus à l'intérieur. On a beaucoup plus comme je disais, d'informations, mais sur le management, sur la nutrition, sur les entraînements. Je trouvais ça assez intéressant. Et puis la technologie des vélos qui est juste géniale. Il faut vivre avec son temps. On ne va pas rester avec les vieux, c'était mieux avant. Non, je ne crois pas. Chacun vit avec son temps. Et les jeunes aujourd'hui s'éclatent autant qu'on s'éclatait à l'époque. Et sur le cyclisme suisse, l'avis de Pascal Richard alors? La Suisse a manqué de champions. Hein. Après Pascal Richard, d'autres ont fini par arriver à redorer le blason suisse. Quel regard porte-t-il sur l'évolution du cyclisme suisse? Réponse de Pascal Richard. Le cyclisme suisse a eu une transition très difficile parce qu'on a arrêté notre génération
n'a pas suivi, au fait. Voilà, il y a eu un petit trou, il y a eu un Cancellara qui est arrivé, Fabien qui a fait de très belles choses. Et après, maintenant, on a un Hirschi, on a un Christen, on a aussi tous nos romans qui commencent à bouger. Et je pense qu'on a un peu comme dans le ski, on a des périodes désuètes et puis ça va revenir. Je garde espoir parce qu'on a quand même des athlètes très performants. Maintenant, c'est de trouver l'opportunité, la chance, et puis la balle est de leur camp. Et ce mardi, Pascal Richard a fait vibrer les cochons rouges, hier noir. Oui, c'est lui qui a ouvert la route sur le prologue. La foule l'a acclamé tout au long du parcours. C'était un moment très touchant, un bien bel hommage qui a rendu le Tour de Romandie à l'un de ses plus grands champions. Le journal de la musique avec David Letard. Bonjour David Letard. Mais bonjour Philippe. Comment ça va ce matin ? Très très bien, merci. Merci d'être avec nous. Tout le monde en parle, absolument partout. Apparemment, Kenji Girac a eu quelques petits soucis avec un pistolet. Oui, vous n'aurez pas échappé à l'info. L'artiste est maintenant sorti d'affaire. Selon ses proches, et une enquête vient d'être ouverte pour tentative d'homicide volontaire. Si le chanteur, selon ses premières déclarations, évoque un accident avec une arme achetée un peu plus tôt à un brocanteur, d'autres pistes sont évoquées par les enquêteurs pour expliquer les faits. Kenji Girac doit prochainement être auditionné pour expliquer son récent achat d'armes et les raisons pour lesquelles il s'est retrouvé à la manipuler en pleine nuit. Son concert à Marseille en vue des JO de Paris vient d'être annulé. L'hôpital où il est soigné, le chanteur est sous haute surveillance. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il est sorti d'affaire, en tout cas médicalement. Le reste à suivre. Histoire, effectivement, à suivre. On a vu le clip de Moby il y a à peine quelques instants. J'ai dit qu'on allait en parler. Et c'est le cas. Tout de suite, on en parle de Moby. Oui, c'est l'actualité aussi cette semaine. On l'apprend, Moby terminera sa tournée européenne à Lausanne. Le chanteur américain se produira à la Vaudoise Arena le 25 septembre 2024. Sa tournée se nomme Pray 25 European Tour. Énorme. Et marque, vous l'aurez certainement compris, les 25 ans de l'album iconique Pray. Le spectacle comprendra les titres les plus connus de l'album, mais également tous les autres tubes. Ses premiers aussi, comme l'excellent Go. Fervent défenseur de la cause animale, le chanteur a fait savoir qu'il ne serait pas payé du tout pour ses 5 concerts au mois de septembre. Le 100% des bénéfices de la tournée seront reversés à des organisations européennes de défense des droits des animaux. Plutôt pas mal, Plutôt pas mal, effectivement. Moby, donc, en septembre... Le 25 à la Vaudoise Arena de Lausanne. C'est noté. Incroyable, ça. C'est génial. Génial. Allez, on parle des Beatles aussi ce matin dans... Le film sur les Beatles est enfin disponible. C'est aussi l'actualité musicale cette semaine. Le film est réalisé par Michael Lindsay Hogg et a été restauré par Peter Jackson. En mai 1970, Let It Be a été présenté pour la première fois et aucun des Beatles n'est venu. Le film était un portrait sombre de l'effondrement du plus grand groupe du monde. 54 ans après, le film est à nouveau disponible. Une nouvelle qui arrive quelques jours après la sortie du nouveau single de Ringo Starr. Et je rappelle que Sam Mendes réalisera 4 films centrés sur chaque membre du groupe. La sortie est prévue pour 2027. La Beatlemania est vraiment loin de s'essouffler. Effectivement, toujours là. Très bien. Histoire effectivement aussi à suivre. Taylor Swift aussi dans le JDM aujourd'hui, en termes d'actualité, ça parle pas mal autour de Taylor Swift. Taylor Swift, elle explose tous les compteurs. C'est pas une grande surprise et je me demande même pourquoi, en fait, je vous parle de cette info. Le nouvel album s'appelle The Tortured Poets Department. Rien que sur la plateforme de streaming Spotify, pour ne pas la nommer, elle établit à nouveau des records historiques, comme la chanson la plus streamée en une seule journée, record alors détenu par Adele et son Easy on Me en 2021. On s'attendait en fait à une sorte de raz-de-marée, il faut croire que le résultat est encore plus puissant. La chanteuse est parvenue encore à signer le record de l'album le plus écouté en une journée de l'année 2024, surclassant le dernier opus de Beyoncé. Et puis on parle de Blondie aussi dans le JDM aujourd'hui.
Oui, Blondie, entre autres, Hypnosis qui gère les droits de 150 catalogues de musique est en difficulté financière. Le fonds d'investissement Blackstone entre du coup en concurrence avec Concorde en faisant une offre de rachat alléchante à la société britannique. Hypnosis Songs Fund est le propriétaire des titres de Shakira, Justin Bieber, des Red Hot Chili Peppers ou encore du groupe Blondie. Vous vous en souvenez, il y a une année, il n'y avait pas un mois sans que l'on apprenne qu'un artiste avait vendu son catalogue à un fonds d'investissement. Bon bah là, ils ont tellement dépensé que cela sent le roussi. Les Américains de Blackstone offrent 1,5 milliard de dollars à Hypnosis qui gère pas moins, que j'ai dit, de 150 catalogues d'artistes, en revendiquant encore il y a quelques mois une valeur nette d'actifs de 3 milliards de dollars. Le journal de la musique avec David Letard. Et on commence cette page actualité et sortie musicale plus précisément avec ça. Le groupe irlandais Picture Day sort un nouvel album ce vendredi, un nouvel album qui sera composé de 15 nouveaux titres écrits durant ces 3 dernières années. En plus de la sortie de l'album, le groupe dévoilera également un livre CD en édition limitée accompagnant la version CD et vinyle. Le groupe sort en Suisse les 5 et 6 octobre à Zurich et à Berne en attendant le nouveau Picture This qui s'appelle Parked Car Conversations, ça sort ce vendredi. Les Pet Shop Boys font leur retour aussi. Le légendaire binôme britannique signe un retour toujours aussi pop. Ils sont connus pour être le duo ayant eu le plus de succès au Royaume-Uni avec plus de 50 millions d'albums vendus tout au long de leur longue carrière. Ils ont commencé en 1981. Le producteur James Ford est aux manettes. Alors James Ford, c'est Arctic Monkeys, Depeche Mode, Gorillaz et Blur. Rien que ça. Nonetheless, des Pet Shop Boys, c'est pour ce vendredi. Ils seront au Montreux Jazz Festival cet été. Justice qui fait également son grand retour ce vendredi avec un nouvel album. Et le groupe est attendu, l'album surtout, des singles sont déjà sortis ces dernières semaines et la température monte, c'est un événement dans le monde musical. Leur dernier projet date de 2016, l'album s'appelle Hyper Drama, j'ai eu l'occasion de pouvoir l'écouter cette semaine. Avant sa sortie, c'est funk, c'est techno, c'est disco également, des influences musicales diverses avec plusieurs clins d'œil à Prince. Le duo français part en tournée mondiale pour jouer leur album, 2 dates en Suisse, vous l'avez dit Philippe, le 12 juillet ils seront donc au Montreux Jazz Festival et puis le 19 ils seront au Gurton Festival. La dernière date sera jouée à l'Accor Arena de Paris, ce sera le 18 décembre. Hyper Drama de Justice, ça sort ce vendredi. Trop bon hein. Allez, des nouvelles de Marina Kaye également qui sort un nouvel album. L'album s'appelle Heaven Bound, c'est le titre également de son single déjà sorti il y a plusieurs mois. C'est son 4e opus, une voix exceptionnelle qui, je rappelle, s'est fait connaître dans la France, un incroyable talent. Elle avait 13 ans. Un album qui raconte les 3 dernières années de sa vie selon l'artiste. Elle en a 25 aujourd'hui. Heaven Bound, le nouveau Marina Kaye, donc ça sort ce vendredi. Et puis on termine avec Neil Young. L'hyperactif chanteur canadien de 78 ans remet le couvert avec son album Fucking Up. 3 ans après son précédent opus, l'album regroupera certaines chansons de l'album Reggae Glory sorti en 1990. Sur l'album de vendredi, il y aura au total 9 titres. Il va également tourner avec cet album. Hélas, pas de date encore pour l'Europe. Fucking Up, le dernier Neil Young, ça sort ce vendredi. Le journal de la musique avec David Letard. Et ce matin, dans le JDM, le groupe lausannois Soul Flip Orchestra qui débarque avec un nouvel EP Galaxy. Et c'est pour tout bientôt, David Letard. Oui, il y a de l'électro, de la soul, de la danse charleston, du swing. Soul Flip Orchestra, c'est avant tout des bêtes de scène. On va en parler. Vous avez su imposer un style, votre propre style, qui ne laisse personne indifférent. C'est festif, c'est dynamique, c'est entraînant. Vous sortez ce vendredi un nouvel EP, il s'appelle les Galaxy, vous l'avez dit Philippe. Et Galaxy, ça donne ça. You're the star in my purest night. You're the shadow in my daylight. Bonjour Olivier Prédé.
Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Merci d'être là ce matin pour nous parler de cette EP très attendue. Hein. On and On, extrait de l'EP Galaxy. Vous êtes, alors Olivier, vous êtes le digne représentant d'un groupe, on va quand même le dire, comprenant 6 personnes au total, c'est juste? Avec technicien, on est 7. Ah oui, voilà, avec technicien. Alors on embrasse Sylvie, Manon, Noé, Aurore et Camille qui doivent certainement nous regarder, nous voir actuellement. Vous êtes le guitariste, producteur, DJ et chanteur du groupe. Et puis, bon anniversaire en passant, parce que si je vois les dates, ça fait 10 ans que vous êtes sur la route, mon cher Olivier. C'est juste, oui, absolument. Pas de gâteau? Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai déjà pris tout ce qu'il faut. Ouais, j'étais accueilli super, mais oui, en fait, jubilé, 10 ans déjà. Ouais. J'ai pas vu passer, c'est ça. Alors vous avez su quand même vous démarquer sur la scène musicale suisse en proposant un concept novateur qui est la Deep Bass Electro Swing. Alors je vous demande ce que c'est ou bien tout est dans le nom déjà? Alors je pense que la plupart est dans le nom, mais en gros c'est surtout que l'électro swing ça existe depuis longtemps, puis ça comprend plein de styles différents. Ouais. Et nous notre truc c'était vraiment de pousser le côté grosse basse, gros synthétiseur et en même temps garder cet aspect cuivre, section de cuivre surtout, et puis aussi la forte présence scénique des musiciens, musiciennes et le côté musical, quoi. Ouais, on va voir après un moment quand vous êtes au concert, la base, hein, un sax, un trombone, une trompette, un DJ, de la danse Charleston et une voix, c'est ça le cocktail Soul Flip Orchestra en fait. Exactement. Ouais. Soul Flip Orchestra, c'est avant tout un jeu scénique pour divertir et amuser. You say right now you really need to take a break and go home. You're tired of all you see. You think the best is to stay blind alone. Olivier Prizy, le live, c'est l'ADN quand même de Soul Flip Orchestra. En fait, vous êtes fait pour le live. C'est un album qu'on peut écouter comme ça, mais c'est un album pour le live, j'ai le sentiment aussi. C'est un projet qu'on a monté pour le live au départ. Vraiment, c'est notre ambition, c'est de jouer. C'est un format pour les festivals, c'est un format pour les endroits où il y a le public qui a envie de s'amuser, qui a envie de partager avec nous, de passer un bon moment, et puis en même temps aussi d'avoir un spectacle, pas juste un DJ. Et voilà, c'est ça. On le voit sur les images, hein, vous prenez du plaisir à être sur la scène. Chaque pas est millimétré, rien n'est fait par hasard en fait. Non, bien sûr que non. Il y a aussi beaucoup d'improvisation. Il y a de la place pour l'improvisation d'un point de vue musical. Il y a de la place pour l'improvisation à d'autres niveaux. Puis moi, c'est ça que j'aime bien, tant que me faire surprendre. Quand on a aussi des parties qui sont peut-être chorégraphiées, et tout à coup il y a un imprévu, quelqu'un qui vient se glisser avec un sax là au milieu. Puis moi, je ris sur le moment, je m'éclate de rire. C'est ça ce que j'aime, en fait, ça touche dans cet échange entre nous qui est hyper présent dans ce concept. Et ce qui rend chaque concert unique aussi, en fait, finalement. Exactement. Vous avez fait plusieurs festivals, hein, le Montreux, Veneuge, Balélec aussi. Il y a une date importante, c'est le 26 avril, c'est un vernissage de votre album. Et là, vous êtes actuellement en résidence. Avec pas n'importe qui, avec Juliette Solal. Alors Juliette Solal, c'est Nouvelle Star, c'est Pop Star, c'est Star Academy. Oui, on a la chance d'avoir du soutien professionnel à plusieurs niveaux, déjà aussi avec notre label, et puis avec cette coach. Depuis dimanche, on est déjà dans la salle de concert à la Jonquille où on va faire ce vernissage. Et en gros, elle nous décortique tout, on regarde tout le spectacle préparé pour 2024, pour cet été. Et elle nous aide sur énormément de détails, elle nous fait travailler sur plein de choses, à ajouter, à simplifier, à donner plus de sens. Donc c'est vraiment, on a une personne qui s'y connaît extrêmement bien, qui a des dizaines d'années d'expérience, et ça, on est super reconnaissant de pouvoir en fait avoir ça. Ouais. Vous en voulez encore? Voici Soul Flip Orchestra, le nouvel EP Galaxy. C'est aussi ça. Alors il y a le 26 avril, mais je vais donner aussi à la fin de cette interview toutes les dates de concerts. Alors là, c'est Ride of You. Vous emmenez l'auditeur dans un univers sonore à la fois, c'est toujours la même chose, un peu rétro et contemporain sur le titre Ride of You. Expliquez-nous un petit peu ce titre. Ouais, en fait on a justement ces inspirations d'électro-swing quand même avec une rythmique bien marquée, puis des moments où on se laisse un peu emporter dans ces inspirations, dans des samples aussi, qu'on utilise des vieux sons. On fait sur certains morceaux, puis d'autres moments comme quand on chante le refrain, voilà, c'est plus en fait vraiment le lien entre la chanteuse et moi avec Sylvie. En fait on a vraiment une complicité, et puis c'est nous qui avons quelque chose à dire, en fait on exprime une histoire, et puis ça parle d'amour sur certains morceaux, sur d'autres morceaux c'est d'autres thématiques, et sur Ride of You c'est ça, en fait ça parle vraiment d'une relation avec ses difficultés, etc. Puis toi qu'on entre dans un contraste, on commence à danser, et puis
ça part, il y a la basse qui part et puis on met ça de côté, c'est un petit peu ça l'échange. On voit les images d'Olivier Prézy en vidéo, je vous invite à voir en replay parce qu'il vit la chose, vous vivez comme sur la scène quand vous là. C'est beau de voir ça. Mais c'est bien, c'est ça, c'est une véritable, en fait c'est une véritable énergie créative, Soul Flip Orchestra. Alors à 6, à 7... Pour moi, en fait, c'est la musique en live, c'est de l'énergie, en fait. Donc, c'est sur la scène, il y a cette énergie, il y a cette énergie entre nous, et puis il y a cette énergie on veut partager, et puis qui est ressentie. Et les personnes, en fait, ils voient ça, ils sentent très bien, ils ont la sensibilité, et c'est ça qui est intéressant. Et nous, on ressent aussi ce que le public voit, perçoit, ressent. Et ça, c'est le kiff. Vraiment, c'est ça que j'aime, ouais. Avec des surprises, avec des moments où tout à coup, il y a un solo qui va se passer différemment. On continue à jouer plus longtemps, on échange avec le public, on fait des rappels, il y a des choses qui se passent comme ça qui nous amènent dans une autre sphère, quoi. Le titre qui a inspiré Olivier Prézy de Soul Flip Orchestra à faire de la musique, c'est ça. On est en 1962. J'ai vu que le 10 juin de cette année, ça fera 20 ans en fait que Ray Charles nous a quittés. La base, je crois que c'est la base, Ray Charles. Racontez-nous ce titre, Olivier. Bon, surtout pour moi, en fait, Ray Charles, c'est un artiste que j'admire énormément, puis qui a tourné beaucoup, moi, dans ma jeunesse, dans mon enfance, dans ma famille, avec ce genre de son. Et ça m'a inspiré, en fait, de manière générale, parce que nos inspirations, elles sont très larges, partant, par exemple, moi, beaucoup aussi du blues, mais donc jazz, blues, swing, mais c'est aussi la soul. Il y a beaucoup de choses différentes, et puis si je devais choisir un morceau qui a en même temps cette rythmique swing, en même temps un côté très soul, cet aspect jazzy très présent, et puis le rythme, on sent que ça pourrait limite être électronique comme truc, un peu prenant, ça m'est tout de suite venu. Ouais. Il y a un rêve de festival que vous aimeriez faire, un rêve... On a le sentiment... Alors déjà, je vais poser ma première question. En fait, l'album Galaxy, j'ai le sentiment que vous avez repoussé encore les frontières un peu plus loin. Vous aimeriez l'emmener jusqu'où, cet album, en fait? Hors des frontières suisses aussi, jusqu'où? Un rêve... Oui, ouais, en fait, c'est vrai qu'on a commencé à jouer en Allemagne, par exemple, et on aimerait faire des concerts en France, on aimerait sortir et jouer plus, en fait, faire des tournées, donc c'est clair. Et on a des super retours aussi quand on est sorti de la Suisse. On voit, c'est un autre univers, c'est une autre culture. Donc oui, on aimerait vraiment pouvoir sortir et puis faire des tournées, partir sur la route, présenter ce qu'on a à offrir et puis... Nul n'est prophète de son pays, comme on dit. C'est ça. Ouais. La route en Suisse, on va justement en parler. Soul Flip Orchestra Galaxy, le nouvel EP, ça sort ce vendredi. Soul Flip Orchestra en concert le 26 avril à la Jonquille de Genève. Alors ça, c'est pour le vernissage de l'album. Le 18 mai au Giron des musiques gruériennes de Riva. Le 30 mai, vous serez au Théâtre du Grand Champ de Gland. Le 5 juillet au Music Festival Promo au Locle. Et le 9 août au Couleurs Pavées de Sierre. Et puis le 23 août aussi au quai de Lutry. Soulflip.ch pour connaître toutes vos dates et bien sûr pour vous suivre. En tout cas, longue vie à l'album Galaxy, mon cher Olivier. Merci beaucoup. Le journal de la musique avec David Letard. Les brèves musicales de cette semaine et on commence avec Jérémy Frérot. Oui, qui signe son grand retour après 2 ans de coupure, à part Les Enfoirés. On l'a pas beaucoup vu et il a vécu ce qu'on appelle le grand 8 émotionnel entre la sortie de son 2e album, la séparation avec Laure Manodou, avec laquelle il s'est marié en 2018 et a eu 2 enfants. Le rupture n'a pas été tout de suite médiatisée comme aujourd'hui et l'artiste en a fait assez rapidement une chanson, elle s'appelle Adieu et elle vient de sortir cette semaine par surprise. On l'aura bien compris, elle aborde la rupture, mais surtout une nouvelle vie de parents séparés. C'est une sorte de suite de son tube Un homme, dans lequel il s'est voué perdu. Un album est en vue pour la rentrée 2024. Le retour donc de Jérémy Frérot. Vous aimez Frank Zappa, cela va certainement vous intéresser, c'est pour vous. Oh que oui, on l'apprend cette semaine, un nouveau coffret de l'artiste va sortir, il s'appelle Whiskey A Go Go 1968 et rassemble des enregistrements des Mothers of Invention de Frank Zappa. En fait, c'est son concert de 1968 qui avait duré, tenez-vous bien, 5 heures. Ce coffret retrace cette soirée unique dans la musique rock que le groupe a enregistré, un moment de pure expérimentation jazz rock. Dans le coffret Super Deluxe, on peut même retrouver une interview d'Alice Cooper qui se produisait le même soir que Frank Zappa, immanquable.
Tom York qui signe la bande originale d'un film, David Lothar. Le leader du groupe Radiohead et de The Smile a écrit la musique pour le film Confidenza. Le clip de la chanson montre des images du film qui est basé sur le roman du même titre de l'auteur Domenico Starnone qui raconte l'histoire d'un couple voué à l'échec. Il sort sur Netflix, ce n'est pas la première fois pour Tom York qui joue cet exercice. Il avait déjà signé la BO du film Suspiria en 2018 et a été nommé pour plusieurs prix, dont un Grammy. Et puis, il y a 50 ans, Dolly Parton sortait ce titre. Eh oui, I will always love you. Une chanson écrite à la base pour son mentor, Porter Wagoner, qui lui suggérait à l'époque d'écrire plus de chansons sur le thème de l'amour. C'est fait, elle signera un tube. Les paroles expriment une sorte d'ode à un ancien amant à qui elle souhaitait bonheur et amour. Le titre se classera à la première place du Billboard Country Singles. Et bien sûr, en 1992, c'est la version de Whitney Houston qui donnera une deuxième vie au titre. On s'en souvient tous avec la bande originale du film Bodyguard. Voilà, 50 ans que est sorti I Will Always Love You, l'original. Merci pour cette petite page d'histoire. Ça fait pas de mal, ça fait toujours du bien par où ça passe, de plonger un petit peu dans les souvenirs. In the midday.